Avant de passer au sujet culture, j'accueille en plateau notre deuxième invité, Nicolas Milovanovic. Bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été conservateur au château de Versailles pendant 11 ans. Et il y a un mois tout juste, vous êtes devenu conservateur en chef au musée du Louvre. Et vous venez de sortir ce livre intitulé « La princesse palatine ». Je vais le montrer, voilà. « La princesse palatine, protectrice des animaux ». C'est un peu le fruit de toutes vos années de travail à Versailles, en fait. Absolument. Alors, je n'ai pas fait que ça, évidemment, à Versailles. Mais, oui, on imagine. Mais ayant une passion pour les animaux, les chats d'abord. Moi, je suis un passionné de chats. J'ai deux chats. D'ailleurs, j'ai dédié le livre à mes deux chats. Oui, qui s'appellent, attendez que je me souvienne, Mimi, non, c'est ça? Mini, pardon. Mini et Tigrette. Voilà, les deux chats les plus intelligents de Versailles et de sa région. Hein, bien sûr. Et donc, du coup, je me suis amusé à étudier en fait la place qu'avaient les petits animaux de compagnie, en fait, les chats, les chiens, les perroquets, les colombes, à Versailles, parce que c'est une histoire qui n'est pas connue. Il n'y a pas de livre dessus, alors que Versailles était rempli de vie, en fait. Et ces petits animaux contribuaient à la vie versaillaise. Et donc, si on veut avoir une idée de Versailles aujourd'hui qui est plus vivante, qui est plus proche de la réalité, c'est très important de savoir quelle place avaient ces animaux. En fait, tout ça, on le doit un petit peu, même beaucoup, à la princesse Palatine. Alors, qui était cette princesse, qui est aussi une duchesse, je crois, d'Orléans, c'est ça? Absolument, absolument. La duchesse d'Orléans, en fait, c'est la belle-sœur de Louis XIV. Donc, c'est la deuxième. C'est ça, c'est la deuxième épouse. Hein, les familles royales. C'est la deuxième épouse du frère de Louis XIV, donc Philippe d'Orléans. Donc, elle l'épouse en 1671. Elle est d'origine allemande. Elle est la fille de l'électeur palatin. Et donc, c'est une alliance politique, bien entendu. Et donc, elle s'installe à Versailles au début des années 70. Elle a une place éminente en tant que belle-sœur du roi. Et elle va avoir une passion pour les animaux. Et surtout, elle va écrire un nombre incroyable de lettres. Elle a écrit, on estime aujourd'hui qu'elle a écrit de son vivant 60 000 lettres. Ça fait combien par jour, ça? Ça fait plus de 10 par jour. C'est énorme, c'est énorme. Donc elle passait son temps à écrire. Et donc c'est aujourd'hui une des sources les plus précieuses pour la connaissance de la vie quotidienne à Versailles, parce que ce qu'elle écrivait, c'était ses journées. Elle décrivait ce qu'elle faisait. Donc c'est aussi une manière de connaître la vie réelle à Versailles au XVIIe et au XVIIIe siècle. Et donc, il se trouve que dans cette correspondance, les animaux reviennent très souvent parce qu'elle les adore. Elle en a elle-même beaucoup. Elle en a beaucoup, voilà. Elle a habituellement plus de 10 chiens. C'est quand même pas mal. Elle a des préférences très marquées pour certaines races. Donc, elle préfère les épagnols, les épagnols nains, donc c'est tout petit. On a pu voir d'ailleurs, on a vu une petite photo, une peinture, je vais y arriver, de la princesse Palatine qui posait avec son petit épagnol. Exactement. Donc parce que, évidemment, tous les courtisans, elle, en premier lieu, aimaient se faire peindre avec ses animaux préférés. Ça se faisait beaucoup à l'époque? Oui. Donc il y a une iconographie étonnante. Des personnages de la cour peints avec leur animal favori dans les bras, mais aussi des portraits des animaux eux-mêmes avec leur nom inscrit en lettres d'or. Par exemple, Louis XIV, le beau-frère de la princesse Palatine, a fait faire le portrait de ses chiens préférés et qui existe toujours. Alors ça, c'est des choses aussi moins connues. Le livre a aussi pour but de mieux faire connaître cette histoire des animaux qui a donné lieu à des chefs-d'œuvre, puisque des peintres très renommés comme Desportes ou Oudry ont peint les chiens du roi. Et donc là, c'est les chiens posent comme ça, ils ont leur nom en lettres d'or, et c'est des tableaux aujourd'hui conservés à Fontainebleau, au Louvre, au musée de la chasse et de la nature à Paris. Voilà, donc ça existe encore. Il y avait des races à la mode à l'époque, des races de chiens. On a pu voir l'épagnol nain, il y avait d'autres. Oui, alors il y avait d'autres races. Il y avait les carlins qui existent toujours aujourd'hui. C'est des tout petits chiens venus de Chine, au museau très plat. C'est très mignon, c'est très joueur. On le voit à l'écran justement. Voilà, exactement, c'est ça un carlin, absolument. Et donc ça, c'était par exemple les chiens que Marie-Antoinette adorait. Lorsqu'elle arrive en France en 1770, donc pour épouser le futur Louis XVI, elle demande à ce qu'on lui envoie des carlins. Ce qu'on dit mops en allemand, et donc on a une lettre, donc on est certain qu'elle veut des carlins parce qu'elle a besoin de son petit univers. Elle les a eus, ces carlins. Elle les a eu beaucoup de chiens, Marie-Antoinette. Vous voyez, la princesse Palatine fait figure un peu de précurseur à Versailles par son amour des animaux, mais elle n'est pas la seule. Les reines suivantes, Marie-Louise, Marie-Antoinette, et aussi bien que les rois, Louis XV était un grand amoureux des animaux. Mais alors justement, la princesse Palatine, qui est une protectrice des animaux, est-ce qu'elle avait un rôle un peu avant-gardiste ou est-ce que finalement elle s'inscrivait
complètement dans son époque? Alors, un peu les deux, mais elle avait quand même un rôle de précurseur, puisque à Versailles, elle prenait la défense des animaux. Alors, pourquoi elle prenait la défense? Parce que la théorie admise, on l'a aujourd'hui oubliée, au XVIIe siècle, le cartésianisme s'impose, donc les théories de Descartes, grand philosophe s'il en est, mais qui considérait que les animaux étaient des machines. C'est la fameuse théorie des animaux-machines. Donc, pour lui, c'était une sorte de rouage d'horlogerie, vous voyez, et donc, du coup, on déniait toute sensibilité, tout sentiment aux animaux, et la princesse est vraiment opposée à cette théorie, et toujours avec humour, parce qu'il faut quand même dire, et c'est très important, que c'était quelqu'un de très drôle, et ce qui lui a d'ailleurs valu bien des déboires, parce que là je sors un peu du sujet, mais dans ses lettres, elle n'hésite pas à écrire de Madame de Maintenon que c'est une vieille ratatinée, elle règle un peu ses comptes aussi. Alors. Elle règle ses comptes, donc et du coup ça, le roi lui en tient rigueur. On a des extraits justement de ces correspondances. Oui, alors à la fin du livre, on a un choix de lettres de la princesse où elle parle des animaux. Donc pour vraiment, parce qu'en plus elle écrit très bien, et c'est un style très vivant, un très beau français d'ailleurs, c'est un des grands auteurs, il y a Madame de Sévigné, grande épistolière au XVIIe, et on oublie souvent qu'il y a aussi la princesse Palatine, donc Élisabeth Charlotte d'Orléans. Et donc sur sa défense des animaux, elle, dans une de ses lettres, dans plusieurs lettres en fait, elle prend vraiment leur défense. Elle dit cette théorie est absurde, cette théorie de Descartes. Et par exemple, un exemple, c'est une discussion qu'elle a avec un évêque cartésien, et elle lui dit mes chiens sont au moins aussi jaloux que vous. Donc si vous êtes jaloux, si vous avez ce sentiment, mes chiens l'ont certainement aussi. Donc voilà, c'est sa manière. C'est un peu une Brigitte Bardot du XVIIe siècle. C'est un peu exagéré, mais on peut dire ça, parce qu'elle a vraiment cet amour des animaux. Elle le communiquait dans ses lettres, et donc du coup elle le diffusait à Versailles, mais dans toutes les cours européennes, parce qu'elle était en correspondance avec beaucoup de personnes dans les cours allemandes notamment. Et voilà, donc c'est vrai qu'elle a diffusé cet amour des animaux et fait connaître la place des animaux à Versailles, puisque on parlait de mode, effectivement, il y avait une rivalité des races, et donc elle affirmait ses préférences pour les épagnols contre les carlins, etc. Et il y a des races d'ailleurs qui ont disparu, les arlequins, c'est ça, ces chiens Oui. plus. Alors elle fait un commerce, si je puis dire, d'arlequins. Elle vend cette race qui est. Elle perd pas la tête quand même, voilà. Elle perd pas le nord. Exactement, mais bon, c'est une passion, donc elle fait partager sa passion. Et elle loue une race qui est très à la mode à ce moment-là, on le sait par d'autres sources. Et c'est une race qui est aujourd'hui disparue et qu'on ne peut connaître que par l'histoire naturelle de Buffon. Une planche de Buffon qui montre ce qu'était un arlequin. Alors ça ressemblait à quoi? Alors ça ressemblait en fait, si on veut vraiment être scientifique, ça va vous surprendre, c'est une sorte de dog allemand, donc, oui, c'est un gigantesque, mais vous le miniaturisez. D'accord. Et là, vous avez un arlequin. En plus, il faut lui tacheter le pelage. Et là, voilà. Alors c'est un animal. Ouais, les dogs allemands miniatures, ça n'existe plus aujourd'hui. Ça existait à l'époque et c'était très prisé. Alors à qui s'adresse ce livre? Ce sera ma dernière question, savoir plutôt aux passionnés d'histoire, plutôt aux amoureux des animaux, un petit peu tout le monde. Les deux. C'est-à-dire, je pense que ce livre plaira à tous ceux qui aiment les animaux d'abord, évidemment, et puis Versailles et l'histoire ensuite. Donc ceux qui aiment les animaux et l'histoire, ils trouveront leur bonheur dans ce livre. Merci beaucoup. Ah bah oui, je l'ai lu, il est très bien en tout cas. Merci beaucoup en tout cas Nicolas Milovanovic.